Avant l'écoute de cet épisode, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu te demandes si tu dois rester dans ta situation professionnelle actuelle ou initier du changement dans ta carrière ? Si oui, alors écoute bien ce qui va suivre. Il y a des moments dans la vie professionnelle où tout semble en place. Bon poste, bon salaire, bonne carrière, et pourtant toi, tu te sens fatigué, frustré, perdu et plus à ta place. Comme un sentiment diffus que ça devrait aller, mais qu'en fait, ça ne va pas. Moi, c'est Léa. Je suis coach en transition professionnelle depuis 5 ans et je propose un accompagnement sur 4 mois, une méthode claire et structurée que j'ai appelée la méthode des 5 C, qui permet de clarifier ta prochaine étape professionnelle, reprendre confiance et calmer tes peurs, et retrouver de l'élan et surtout passer à l'action. C'est un accompagnement lucide, sur mesure, bienveillant, progressif et pragmatique. Julia, une de mes clientes, vient de terminer son accompagnement avec moi. Et voici le témoignage qu'elle a laissé à l'issue de ces 4 mois. Avec Léa, Paris réussit. Grâce à nos échanges et à sa boîte à outils magique, j'ai retrouvé ce qui me faisait vibrer, redéfini mes priorités et reconnecté avec le cœur de mon expertise. Aujourd'hui, j'avance avec plus de clarté, de confiance et d'élan. Une transition professionnelle, ça prend du temps. Donc, si tu veux impulser du changement concret d'ici le début d'année 2026, c'est maintenant qu'il faut aborder le sujet sérieusement. Le lien pour découvrir mon accompagnement est dans la barre de description de cet épisode. Et si ce que je viens de dire résonne particulièrement en toi, suis cet élan. À bientôt. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière, et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience, un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews, au sein desquels je décortique des sujets autour de 3 thématiques clés. La transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @le.tilt, sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenu concret, pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Je vous laisse avec ma conversation du jour. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Van Dijk, directeur général de Manpower Group Talent Solutions France, pour explorer un sujet clé. Comment verdir son métier ? La transition écologique pourrait créer jusqu'à 30 millions d'emplois d'ici 2030. Pourtant, 94% des entreprises manquent encore de talent pour atteindre leurs objectifs environnementaux. 2 chiffres qui soulignent l'urgence d'agir dès maintenant. Alors, comment accélérer cette transformation et dans nos métiers et dans nos entreprises ? Avec Sébastien, nous explorons les leviers concrets pour aligner compétences et enjeux écologiques. Quelles sont les compétences vertes essentielles aujourd'hui et demain ? Faut-il créer de nouveaux métiers ou réinventer ceux qui existent déjà ? Quel rôle les entreprises peuvent-elles jouer dans cette évolution ? Et peut-on concilier intelligence artificielle et transition écologique dans l'entreprise ? Cet épisode est réalisé en partenariat avec Manpower Group Talent Solutions France, qui accompagne entreprises et talents dans les grandes transformations du marché de l'emploi. À travers des outils comme Green Booster par exemple, ils aident à évaluer et développer les compétences environnementales des collaborateurs pour accélérer cette transition. Une conversation riche et pragmatique pour celles et ceux qui veulent intégrer une dimension écologique à leur parcours professionnel. Bonne écoute! Bonjour Sébastien. Bonjour Léa. Bienvenue sur le Tilt. Merci pour l'accueil. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui Sébastien. Tu es le directeur général de Manpower Group Talent Solutions.
Alors, je suis très, très contente de te rencontrer car chez Manpower, vous avez vraiment les 2 pieds ancrés dans la réalité du marché de l'emploi, avec un prisme qui m'intéresse particulièrement. Parmi les différentes expertises que vous avez chez Manpower, celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est celle de la transition écologique du monde du travail, et plus particulièrement cette question, comment verdir son métier? Alors en fait, cette thématique, elle est extrêmement importante car on estime que d'ici 2030, donc c'est vraiment demain, la transition écologique pourrait créer jusqu'à 30 millions d'emplois. C'est une statistique que j'ai trouvée dans un de vos documents, dans votre baromètre, qui est issu de l'Agence internationale de l'énergie. Et en face, 94% des entreprises manquent encore de talents nécessaires pour atteindre leurs objectifs environnementaux. Alors, avant de rentrer dans ce sujet qui est très, très important et très urgent, finalement, est-ce que tu peux nous dire qui tu es sans parler de ton travail, s'il te plaît? Alors, je suis un mélange entre un papa hollandais et une maman auvergnate. Voilà, très simplement. Donc, j'ai un nom qui vient du Nord, et de l'autre côté, j'ai une famille qui est très ancrée au centre de la France, au milieu des volcans. Génial. Alors, est-ce que tu peux nous introduire le sujet et nous dire pourquoi les entreprises, elles sont en première ligne face à ces enjeux écologiques? Alors, disons que les entreprises sont déjà évidemment très consommatrices de ressources, très consommatrices d'énergie, et donc elles ont leurs enjeux propres à traiter, aussi bien pour l'optimisation, je dirais déjà, tout simplement, et puis bien sûr pour éviter de consommer encore plus, et puis potentiellement aider à traiter les enjeux environnementaux. Donc elles sont quand même au cœur du sujet. Elles sont au cœur du sujet, évidemment, parce qu'elles consomment, mais elles sont aussi au cœur du sujet par les compétences qu'elles emploient et les compétences qu'elles font venir, qui les rejoignent pour justement peut-être opérer différemment demain. On n'est pas tous égaux face aux enjeux environnementaux, puisqu'on n'a pas tous des usines, on n'a pas tous forcément des éléments polluants, même si au total, oui. Maintenant, on n'a pas tous la même maturité face à ça aussi. Et donc, du coup, le grand enjeu, c'est de dire comment on peut aider dans la compétence à comprendre les enjeux environnementaux et à modifier potentiellement ses façons de faire, ses façons de travailler pour que demain, ce que les produits et services sont réalisés par l'entreprise soit évidemment impacté, et donc impacté positivement. Et de l'autre côté, évidemment, toujours à penser comment on pourrait faire autrement. Et ça, c'est une culture de base. Mais c'est une culture aujourd'hui qui n'est pas toujours installée, puisqu'on a toujours tendance à répéter ce qu'on a fait en attendant peut-être qu'un jour autre chose arrive. Et c'est là où peut-être qu'on se désynchronise par rapport aux enjeux de la planète aujourd'hui. D'où l'importance parfois de trouver des modèles aussi, des entreprises qui prennent le lead sur ces sujets et qui sont capables de nous montrer comment faire finalement. Alors, il faut bien évidemment, il faut avoir des modèles, il faut avoir des symboles, il faut avoir des personnes qui nous inspirent. Et ça, je pense que c'est un des grands enjeux dans tout plan de transformation, parce que c'est un plan de transformation pas pour les entreprises, pour la planète en général, mais bon, évidemment, là, on parle des entreprises. Et c'est vrai que d'avoir des symboles qui vont inspirer l'ensemble, je dirais, des populations, l'ensemble des ressources qui travaillent par domaine, évidemment, par industrie, parce qu'on a toujours l'impression d'être différent, toujours l'impression qu'on ne peut pas faire exactement la même chose dans une industrie ou d'une autre. Et c'est vrai, si je suis dans le service ou si je suis dans l'industrie, évidemment, j'ai pas les mêmes enjeux face à l'environnement, potentiellement. Pour autant, je peux avoir un impact, et je peux surtout avoir un impact universel, parce qu'à la fin, c'est comme une histoire de tous. Et est-ce qu'il y a des choses, des prises sur lesquelles toutes les entreprises peuvent avoir la main sur le sujet de la transition écologique? Alors, nous, là-dessus, on est assez convaincus, en effet, c'est que nous, on adresse les ressources. Et c'est vrai que par le prisme des ressources, on est assez clairvoyant sur le fait qu'on peut impacter la planète, on peut impacter, évidemment, cette transition écologique, parce qu'on peut donner, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, qu'on lui propose un nouveau métier, quel qu'il soit déjà plus ou moins vert, d'ailleurs. Donc, globalement, nous, ce qu'on croit, c'est qu'en effet, on peut avoir la chance, en rencontrant toutes ces personnes, avant de pouvoir leur permettre d'avoir des métiers dans les entreprises de nos clients, c'est évidemment de leur donner une formation, un test, un diagnostic qui leur permet de voir où ils en sont face aux enjeux environnementaux, individuellement et collectivement. C'est plutôt essayer de trouver à travers vraiment ses connaissances intrinsèques et voir sa culture personnelle, ce que je fais ou ce que je ne fais pas de mon quotidien et qui pourrait avoir un impact en ayant compris ou pas compris. Parce qu'évidemment, on pense tous avoir compris, et on voit encore face à l'actualité aujourd'hui. Si on prend la Californie tout simplement, on a l'impression quand même que la Californie, c'est pas le dernier des pays qui a pas compris ces enjeux-là et qui sont quand même a priori très avancés sur le sujet avec des volontés politiques très fortes.
Et pour autant, on voit bien que ça n'empêche pas des surprises majeures et des surprises au point d'être dévastatrices. Donc ça veut dire que quand on voit ça, quoi qu'on en pense, il y a quand même des événements majeurs qui bougent. Et donc ça veut dire que derrière, ça veut dire que c'est quand même des hommes et des femmes qui ont des compétences, je dirais, anticipatives, qui sont capables de voir que certains problèmes peuvent être causés à cause d'une mauvaise gestion, à cause d'une mauvaise culture, à cause de peut-être juste une mauvaise connaissance. Et nous, ce qu'on se pense, c'est que, évidemment, comme on rencontre quand même des millions de personnes en France et autour de la planète, avant de les amener vers des métiers, on peut avoir cette chance et on veut qu'à travers la ressource, on offre cette chance. Déjà au moins de leur donner cette photo de qui ils sont aujourd'hui face aux enjeux environnementaux. Même si c'est rapide, c'est une demi-heure de petits tests qu'on a créés chez nous, ça leur permet d'avoir ce petit test. On peut évidemment le mettre sous ma forme collective pour une entreprise, pour dire une entreprise qui recrute 100 personnes chez nous. On lui envoie la photo des 100, pas individuelle, mais la photo des 100 collectifs. Comme ça, elle sait les 100 personnes qui arrivent. Si c'est une composante plus ou moins verte qui va rentrer dans l'entreprise. Voilà, et ça nous donne déjà une petite clé de lecture, et ça veut dire quel est le plan de développement associé. C'est évidemment pas discriminant, c'est surtout de ne pas être dans le déni et de se dire qu'est-ce que j'ai à faire vis-à-vis de ce type de compétences que j'ai recrutées, que j'ai fait venir, est-ce que j'ai beaucoup, peu à faire, et est-ce que ça va inspirer les autres. C'est très très intéressant, c'est qu'en fait, d'abord, c'est un travail de conscience, en fait. C'est d'où on part sur le sujet, en fait. Exactement. Et c'est pour ça que nous, on a construit ce test et on l'a construit, une fois de plus, pas sur de la statistique, pas sur de la data. Ce qui est important, c'est que nous, on est un expert de la psychométrie. Donc, nous, à la base, on fait des tests, justement, pour évaluer les personnes sur les différents comportements. Et des comportements face à différents enjeux. Des enjeux d'entreprise, des enjeux de rentabilité, des enjeux de performance. Voilà, on n'est pas du tout sur l'environnement à la base. Maintenant, quand on projette cette typologie de faire, ça permet évidemment déjà d'avoir une réalité de ce qu'on est un peu plus, parce que là c'est pas est-ce que je prends l'avion, oui ou non, et puis je mets 10 fois ou je mets 5 fois et puis je vois que ça arrondit mes chiffres. Voilà, puis j'oublie le dernier vol que j'ai fait avec ma famille et comme par hasard finalement je suis à peu près bien cette année, ça va. Non, là ça permet de reposer les questions sous différents angles, sous différentes formes, c'est ça la psychométrie, sans que vous en ayez trop l'impression, même si c'est quand même visible, mais sauf que ça permet de relayer une certaine vérité. C'est-à-dire que là, vous pouvez pas regarder la réponse sur Internet en disant si je fais ça, est-ce que je vais être mieux noté ou moins bien noté. Voilà. Et c'est là où je pense qu'on a quelque chose à apporter. Et c'est là où je pense que en effet, ce diagnostic-là nous permet, alors individuellement pour chacun déjà, et ça c'est une photo personnelle, elle n'est pas partagée bien évidemment, mais chaque fois que les personnes acceptent de le faire quand ils viennent dans nos process, pour quelques raisons, un accompagnement, un recrutement, un placement, tous les métiers qu'on réalise dans les RH. Évidemment, et je vous dis, ça peut concerner des centaines de milliers de personnes, voire des millions. À chaque fois, on leur permet d'avoir accès à ça. Et pareil pour les entreprises, on dit, est-ce que ça vous intéresse d'avoir la photo collective, toujours anonyme, bien évidemment, de ce que vous faites venir dans votre entreprise. Et ça permet de traiter le plan de développement, parce que sinon, on reste en attente en pensant que les choses vont se faire naturellement. Et non, il y a besoin quand même de cette prise de conscience, et il y a quand même besoin de peut-être un plan de développement. Et du coup, est-ce que les données, est-ce que la data, c'est une pierre angulaire de cette transition écologique ? Alors oui, bien évidemment, parce qu'à la fin, si on fait ça très bien, ça peut être des millions de tests qu'on réalise, grâce à toutes ces personnes qui, selon leur permission, nous auront autorisé à le faire. Globalement, une fois qu'on a ça, il faut qu'on arrive à traiter ça par industrie, je dirais par seniorité, parce on se rend compte que les plans de développement qu'on va en tirer ne sont pas les mêmes selon les axes de regard. Donc, du coup, vous allez avoir dans certaines industries où des gens sont très conscients et déjà très avancés, évidemment, et vous avez cité vous-même certaines industries qui déjà elles-mêmes portent plus que les symboles, voilà, si on prend le traitement des déchets, si on prend ceux qui ont créé des bateaux pour aller justement ramasser tout ce qui traîne dans la mer, les analyser, les traiter, voire les recycler, là, on voit que là, on a une avance majeure sur la manière de penser sur ce qui gêne la planète, ce qui gêne le climat, ce qui gêne les environnements, toute cette consommation plastique et autres, et qui d'un seul coup va être traitée par d'autres pour en faire quelque chose de potentiellement bénéfique, ou en tous les cas déjà pour essayer de corriger ce qui était mal fait. Et puis, il y a d'autres qui sont encore évidemment dans des modes plus archaïques, qui n'ont pas encore eu la chance d'évoluer ou qui n'ont pas eu les moyens d'évoluer aussi. Il faut remettre ça aussi sur le sens économique. Une transition, ça a un coût. Et une transition qui a un coût, est-ce que tout le monde peut se permettre de se le payer aujourd'hui ? Oui ou non. Les grandes entreprises ont plus de moyens, les autres un peu moins. Et puis, vous savez qu'on est aussi en France actuellement dans des années
on dirait économiquement complexe, voire détérioré. Donc du coup, on n'a pas la croissance qu'on veut. Hein. La partie PIB, je crois, le PIB annoncé pour 2025, c'est moins de 1%. Hein. Enfin, plusieurs statistiques circulent entre 0,8 et 0,9. C'est quand même très très faible, même si ça reste par rapport à certains pays européens dans une moyenne. On est quand même très faible. C'est pas ça qui va générer finalement peut-être la richesse dont on a besoin pour faire accélérer cette transition écologique. Donc il y a la prise de conscience. Mais une fois la prise de conscience, il y a forcément des plans de développement et les plans de développement sont associés à des moyens et des moyens peut-être conséquents. Partant de ce constat que les données sont finalement la base pour faire des bons plans de développement, c'est quoi les axes d'évolution en fait du marché de l'emploi face à la transition écologique? Je dirais que déjà c'est l'accès à ces nouvelles compétences. Donc, c'est de permettre d'évaluer entre là où on est et là où on devrait être. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a l'impression que tous les métiers, on peut les imaginer plus ou moins verts. Certains, on les imagine pas du tout parce qu'on se dit qu'ils ne sont pas concernés, alors qu'on peut. Lesquels, par exemple? On prend l'industrie du service. On pourrait imaginer qu'on est très loin. On va imaginer qu'à partir du moment déjà on n'a pas d'usine, à partir du moment donné on n'a pas en tout cas une infrastructure très lourde, où on n'a que de la ressource. On pourrait se dire que finalement, bon. Et ça, je trouve que c'est pas du déni, mais c'est souvent pas suffisamment mentionné parce que les sociétés de services, évidemment, sont consommatrices d'énergie, ne serait-ce que par toute leur architecture informatique. Voilà. Et quand on dit architecture informatique aujourd'hui, on parle aussi d'architecture pour pouvoir travailler avec le GenAI. Et là, quand on utilise le GenAI, on sait que ça commence à consommer énormément, beaucoup. On sait que pour 100 mots en GenAI, on a 1 litre d'eau qui potentiellement disparaît. Voilà. Est-ce que ça, c'est suffisamment mentionné, c'est suffisamment compris? J'en suis pas certain. Je pense que là, et je vous remercie en tous les cas de nous poser ces questions, c'est aussi de se dire, il faut qu'on arrive de manière conséquente et évidemment à travers ce genre d'échanges à démontrer et à montrer qu'il faut peut-être penser aussi à autre chose que ce que sont uniquement les industries dites du passé ou des énergies fossiles ou etc. C'est pas que ça qui pollue. Hein. Les énergies aujourd'hui consommées pour des grands groupes comme Google, comme Amazon et autres. Enfin, on voit que certains veulent créer des centrales nucléaires juste pour eux. Bon, voilà, on voit la disproportion que ça puisse amener. On aurait beau dire que créer une centrale nucléaire pour pouvoir piloter un centre de data, pour pouvoir justement opérer dessus et avoir tout ce qu'on souhaite en termes d'analyse, de GenAI et autres. Bon, voilà. Donc on voit bien que là on a de multiples compétences à créer parce qu'il y a tout un tas de nouvelles infrastructures qui va servir à des nouvelles façons d'opérer pour aller encore plus loin et notamment grâce à l'intelligence artificielle. Maintenant, de l'autre côté, on ne peut pas être dans le déni et je pense qu'on l'est pas, mais par contre, je pense les campagnes d'information sont un peu insuffisantes sur le sujet, c'est-à-dire qu'on le dit pas assez, que globalement, c'est ultra consommateur et peut-être pire, je sais pas, mais au moins autant, ou pas loin d'être autant bientôt que certaines grosses industries qui noircissaient le ciel de certains pays. Ah, tu touches du doigt un sujet qui m'intrigue particulièrement en ce moment. Est-ce que tu penses que les entreprises, elles sont capables d'adresser les enjeux d'IA et la transition écologique en même temps? Ou est-ce que ces deux-là, elles sont vraiment complètement en contradiction? Moi, je dirais qu'on n'a pas le choix. Donc, comme ça, voilà, ça évitera de se poser la question trop longtemps. Je pense qu'il faut y aller. Non, les deux sont maintenant et majeurs. Bon, donc je pense que les enjeux environnementaux, je pense qu'on est bien tous en train de comprendre que c'est pas demain, que c'est déjà bien aujourd'hui. C'était hier. Voilà, il y a hier et qu'aujourd'hui, je pense que pas besoin d'allumer sa télé tous les jours pour voir qu'il y a quand même des choses un peu étranges qui puissent se passer, qu'on les comprenne ou qu'on les comprenne pas. On voit bien qu'il y a quand même un mouvement et qu'il faut y faire face. Donc c'est tout de suite. Donc là, il faut pas attendre. Et puis de l'autre côté, l'IA, je crois qu'on ne peut pas attendre parce que l'IA va tellement vite. Tellement une progression ultra rapide. Tous les 6 mois, la capacité de l'IA est encore supérieure. Alors, on voit bien qu'on est dans une séquence à la fois de compétition déjà inter-entreprise et intercapacité, mais aussi évidemment dans le fait que globalement, cette vitesse-là, elle est presque, je dirais, elle est presque connue, enfin, elle est connue et mesurée, puisqu'on sait très bien qu'à chaque fois qu'on fait un pas en avant, on sait que dans 6 mois, on va en faire 10 de plus. Donc, globalement, de se dire qu'on va attendre ou qu'on peut les faire peut-être de manière séquencée,
je pense que ça serait une erreur. Mmh. Donc je pense que maintenant, la difficulté, évidemment, c'est d'être capable de mener les deux fronts en même temps. Et là, c'est là où, bien sûr, ça demande des moyens. Ça demande un gros change, parce que c'est un gros changement évidemment pour les collaborateurs. D'où ce défi face aux compétences nouvelles, d'où ce défi face à cette culture nouvelle, une sorte d'ADN dans lequel, si déjà c'est dans l'ADN de tous, déjà ça permet d'avoir des réflexes, je dirais des sortes d'éco-gestes, quel que soit son métier, qui permettent potentiellement déjà d'éviter d'avoir un écart trop grand entre l'attendu et ce qu'on fait. Mais ça veut dire que déjà il y a une culture, c'est peut-être déjà dans l'éducation, même avant l'entreprise. Ça passe à mon avis par là aussi. Je pense que les enfants doivent aussi, et même si on dit qu'ils y pensent, qu'ils le voient, qu'ils l'entendent, maintenant il faut peut-être aussi renforcer un peu les axes sur lesquels demain ils vont être encore plus forts que ce qu'on a pu être, ou la manière de penser en tous les cas, pour que ça aille dans le bon sens. Et puis de l'autre côté, il faut évidemment arriver à mener ces deux batailles, je dirais, ces deux transformations, ces deux transitions en parallèle, en même temps. Et c'est vrai que l'en même temps, on a bien vu que sur certains sujets, c'est pas simple. Ça va être musclé. Il peut y avoir de muscles. Et alors, du coup, est-ce qu'il y a des nouveaux métiers à créer, ou alors est-ce que la première brique, ce serait plutôt de travailler sur réinventer ceux qui existent déjà? Tous les métiers peuvent se verdir, évidemment, déjà ne serait-ce que par le comportement. Donc juste des points d'attention. On a tous commencé par le traitement de nos déchets, du moins de papier. Je pense qu'il y a eu déjà comme une évolution dans toutes les entreprises qui n'est pas d'aujourd'hui, mais qui n'a pas été suffisante. En tout cas, c'est pas qu'elle n'est pas suffisante, c'est qu'elle n'a pas été forcément synchronisée à la taille des enjeux. Donc, il y a eu des prises de conscience, il y a eu évidemment des évolutions. Celle du papier dans les entreprises en était une, mais moins de papier pour plus d'infrastructures informatiques. Ouais. Là, à la fin, j'aimerais bien savoir qui me donne, est-ce que l'équation de l'un et l'autre est meilleure? Oui, on a le même débat sur la transition thermique électrique pour les voitures. Voilà, on nous dit plus de thermique, il faut passer à l'électrique, et de l'autre côté, on se rend compte que les batteries, finalement. Donc, on voit bien qu'on est aussi dans un mouvement qu'on ne maîtrise pas totalement, c'est-à-dire que les bonnes intentions d'aujourd'hui ne sont peut-être pas ce qu'on doit faire demain, hélas, même si ça fait partie de la trajectoire, et peut-être qu'il faut essayer en effet des nouvelles façons de faire. Donc oui, tout le monde doit se verdir, toutes les compétences doivent se verdir, je pense que ça c'est une évidence, donc toutes les pratiques doivent évoluer. Et c'est vrai que je pense que quand on regarde les métiers, déjà en tant que prestataire, nous on est prestataire, typiquement on voit bien ce qu'on nous demande. Quoi, par exemple? On nous demande déjà nos engagements ESG, donc tout ce qui est autour de l'environnement sociétal et gouvernance. Sur l'environnement, évidemment, qu'est-ce qu'on fait à travers les ressources? C'est pour ça que je vous citais tout à l'heure qu'on avait mis ces tests en place, parce qu'on trouve qu'on a la chance de rencontrer énormément de compétences, énormément d'individus. Donc, du coup, si à chaque fois qu'on les voit, on leur donne la chance de pouvoir prendre un peu plus conscience individuellement, une fois de plus, et collectivement, de là où ils en sont face à ces enjeux, et de les avoir plus ou moins bien compris, voire de les aider à les comprendre le cas échéant, on voit qu'on a quelque chose qui peut aider à verdir déjà au moins le comportement. Ouais. Après, bien sûr, là où on va aider, c'est à verdir aussi la technicité, parce que quand on dit qu'on passe du thermique à l'électrique, on travaille évidemment avec des instituts de formation pour justement passer de l'un à l'autre, pour continuer à utiliser des compétences potentiellement qui sont communes, et puis pour aider finalement à compléter ou carrément modifier, parce que parfois c'est 100% quand on passe de l'un à l'autre et que c'est définitif. Évidemment, là, ça veut dire que c'est une formation nouvelle. Une fois de plus, je reviens, ça passe aussi par l'éducation, parce que je pense que l'éducation, on a toujours eu le problème de l'éducation sur le fait de dire, est-ce que ce qu'on apprend finalement à travers nos études, c'est ce qui nous permet d'avoir un emploi demain? Je pense qu'il faut qu'on regarde quelle est la demande. On est capable de projeter les demandes à 4-5 ans. Donc, on est capable aussi d'orienter peut-être nos étudiants pour leur dire, là, il y aura des besoins, plutôt qu'ils se perdent dans des orientations peut-être encore soit obsolètes, soit pas forcément synchronisées. Une fois de plus, c'est une question de synchronisation. La synchronisation des éléments, c'est ça qui peut donner un petit peu la raison et finalement le résultat, puisque timing is all. Donc, si à chaque fois on a un décalage de 5-10 ans, peut-être qu'on va faire face à des conséquences de 5-10 ans de plus, inutilement, alors qu'on aurait pu orienter. Et c'est comme nous, on essaie de faire que, évidemment, quand on nous demande de verdir, on essaie d'apporter les compétences, on forme,
bien évidemment, dans nos métiers, on doit former. On doit déjà analyser le point de départ. On doit voir ceux qui peuvent être formés, ceux pour qui ça va être plus facile, ceux pour qui ça sera peut-être moins facile, parce que l'écart est plus grand, tout simplement. Donc, ça veut dire que c'est du temps. Et quand c'est du temps, ça veut dire que c'est des moyens. C'est-à-dire qui paye des formations d'1 mois, de 2 mois, de 3 mois, de 6 mois. Enfin, voilà, on rentre dans des échéances. Et puis, bien sûr, pour autant, il y a bien des enjeux devant qui sont là et les entreprises qui attendent. Je trouve que quand tu dis timing is all, c'est vraiment très révélateur aussi du contexte dans lequel on se pose ces questions-là. Et pour moi, c'est presque un triptyque, en fait. C'est IA, transition écologique et temps. C'est ça la troisième brique de la question. Est-ce que, donc là, on a compris que il y avait moyen de verdir des métiers, que ça prenait du temps, que ça prenait de la formation, de la synchronisation. Est-ce qu'il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître et qui, eux, ne sont pas des métiers à verdir, mais qui sont des nouveaux métiers à créer pour opérer la transition écologique? On parlait tout à l'heure justement du bateau, typiquement The Sea Cleaners. Voilà, quoi. Tous ces éléments, enfin ces activités qui sont un peu pas naissantes parce qu'elles existaient mais de manière moindre et que là on est en train de déployer. Évidemment, quand on fait de l'analyse et du traitement de déchets plastiques dans tous les océans et autres, on voit bien que là c'est des métiers qu'on n'avait pas forcément parce qu'on n'était pas de manière peut-être à grande échelle. Alors que là on se rend compte qu'il faut peut-être le faire de manière à grande échelle. Donc oui, tous ces les métiers concernés par ce type d'activité, même s'ils existaient déjà, aujourd'hui, il faut certainement en créer beaucoup plus pour que ça ait un impact mondial tel qu'on le souhaite. Parce que sinon, ça reste des petites actions, je dirais presque éphémères, hélas, presque trop localisées, alors qu'on en a besoin potentiellement partout. Le problème n'est pas juste en Bretagne, en France ou dans le Cantal. Et c'est pour ça que les métiers, globalement, qui aujourd'hui concernent ces nouvelles activités, à grande échelle, une fois de plus. Bon, là, je pense qu'on a beaucoup à donner, beaucoup à faire. Bien sûr, il faut les moyens de les financer parce qu'aujourd'hui, il faut que tout ça, on en tire, je dirais, une sorte de business case. C'est qu'il y a un business case pour la planète, mais ça fait pas vivre une société forcément. Donc, ça veut dire qu'il faut que la société trouve son propre business case. Et je pense que certaines l'ont trouvé aujourd'hui à travers justement ces métiers qui vont à la fois analyser, traiter les déchets, si je reviens sur cet exemple-là pour The Sea Cleaners, mais en même temps, en produire quelque chose derrière qui va être réutilisé ou potentiellement, en tous les cas, qui va corriger certaines choses qui auront donc un impact à la fois positif sur l'endroit où le traitement a été fait. Et donc déjà, c'est un premier rendement potentiellement parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui vont être intéressés par payer ce genre de service, cette typologie de service, ne serait-ce que pour garder un environnement le plus propre possible, pour des raisons touristiques, pour des raisons de pêche en mer. Enfin voilà, on peut imaginer tout un tas évidemment de sujets derrière. Et de l'autre côté, bien évidemment, une fois que ce rendement est là, peut-être d'autres services, si on arrive à les traiter et en faire autre chose, ce que beaucoup d'entreprises maintenant font, on le voit d'ailleurs à travers l'activité automobile. Et aujourd'hui, on voit que la plupart des tissus, des plastiques intérieurs proviennent justement de traitements de déchets qui sont réutilisés d'anciennes infrastructures et qu'on arrive à les remettre à l'intérieur de voitures pour justement éviter d'avoir à reconstruire des plastiques ou à refaire des choses, et bien non, avec un cahier des charges et des normes très très dures, et ce qui en fait des transitions très lourdes aussi. Oui, c'est tout l'enjeu du change dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. Et le sujet du business case, il est hyper important. C'est ça aussi qui permet d'amener les forces. C'est un win-win, c'est-à-dire qu'à la fois, ça permet d'avoir des enjeux. On ne peut pas traiter tout ça qu'à travers de l'associatif et de la contribution de mécènes. C'est pas possible. Enfin, là, on voit que la taille de l'enjeu est tellement majeure. Une fois de plus, on revient sur les sujets de Californie. On voit bien que même la Californie, quand même, un État ultra riche, qui est comparable à certains pays dans le monde largement juste par son État, au milieu d'un pays très riche, les États-Unis, a besoin de ses fonds propres, comme a besoin des fonds des États-Unis pour pouvoir potentiellement commencer à solutionner son problème, tellement les moyens pour pouvoir essayer de faire quelque chose dans le bon sens sont insuffisants localement. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire seul en plus. Alors, il y a un chiffre frappant qui est seul un salarié sur 8 aujourd'hui possède une compétence verte. Alors moi, ça m'amène 2 questions. Déjà, c'est quoi une compétence verte? Et la deuxième, c'est quels sont les freins et les solutions pour améliorer ce chiffre qui est quand même
complexe face à la stat des 30 millions d'emplois dans 5 ans. Les compétences vertes, c'est quoi? C'est du savoir-être. Bon, là, on en a parlé déjà tout à l'heure. Des aptitudes techniques, évidemment. Voilà, si on travaille on parlait de l'électrification tout à l'heure. Voilà, on peut considérer ça comme une compétence verte aujourd'hui. Des valeurs et des attitudes nécessaires pour bâtir une société, je dirais, durable. Donc ça, c'est important. Et évidemment, moins énergivore. Parce que globalement, aujourd'hui, c'est vrai qu'on avait pris une certaine aisance. On a eu certainement cru à un moment donné qu'il y avait une abondance, que c'était sans limite, même si certains avaient alerté. Mais donc, c'est toujours pareil. Et là, je pense que tout ce qui va être la communication aujourd'hui, sans aller essayer de noircir le tableau plus que ce qu'il n'est, mais en tous les cas, faire une fois de plus prendre conscience de ce qu'il en est et de ce qu'il consomme, de ce qu'il consomme pas, que tout le monde le comprenne. Et évidemment, ce qui est difficile à ce moment-là, c'est là où je pense qu'on est un peu divisé, c'est que évidemment, comme on revenait sur le sujet automobile tout à l'heure, on voit qu'il y a des évolutions qui parfois sont contre-productives parce qu'on estime qu'on va dans le bon sens et pour autant, on dégrade certaines industries à un prix très très fort. Et pour autant, on voit que ce qu'on a créé ou ce qu'on veut créer qui va arriver, et quand on parle des voitures électriques, ne correspond pas à tous les usages et dans certains cas est peut-être plus défavorable que ce qui a pu être du thermique. Voilà, parce que c'est sur chacun. Donc là, on voit qu'on a encore à apprendre. On voit qu'on a encore beaucoup de sujets à apprendre pour être sûr qu'on fasse les bonnes choses au bon endroit au bon moment. Parce que sinon, on peut se retrouver évidemment avec des décalages et finalement peut avoir pensé faire bien et finalement avoir fait peut-être moins bien que ce qu'on faisait auparavant et en plus en ayant dégradé des activités intense. Pour en revenir à la question de quelles sont les compétences vertes demain, évidemment, il y a première sur le savoir, sur les connaissances tout simplement des enjeux environnementaux, des réglementations écologiques. Je pense que ça, voilà, on parlait de l'éducation tout à l'heure, ça c'est peut-être tout simplement, ça fait partie de l'éducation même avant d'entrer dans l'entreprise. Mais bon, aujourd'hui, on prend le sujet en cours. Donc du coup, si on est en cours, peut-être que l'entreprise a un rôle intermédiaire à faire pour pouvoir justement pallier à ceux qui sont déjà dans l'entreprise et qui n'ont pas eu la chance d'être suffisamment entourés ou encadrés sur le sujet. Le savoir-être, des attitudes, des comportements toujours favorisant la durabilité, bon ça on l'a déjà dit. Des attitudes techniques, donc ça c'est toutes les technologies vertes, donc l'efficacité énergétique, énergie renouvelable, gestion des déchets, etc. Donc ça c'est pareil, ça va évoluer fort et on voit bien qu'on y trouve potentiellement un business case. Donc là c'est là où ça commence à être intéressant et c'est là où certaines entreprises évoluent et c'est pour ça qu'il faut continuer à se battre dessus. Et puis après des valeurs tout simplement. Je pense que là il en revient sur l'aspect culturel. Je pense que c'est des valeurs fortes sur l'engagement et sur la manière dont on vit. Oui, tout simplement. Le jet de gouvernance, c'est oui. Qu'est-ce qu'on met comme valeur phare exactement, et là on parle souvent de la jeunesse qui a potentiellement mieux compris que les personnes seniors aujourd'hui, et quand on regarde, au final, si on regarde cette jeunesse face à leur quotidien, qui est l'utilisation de smartphones, qui est l'utilisation de tout un tas d'applications qui sont ultra consommatrices et qui utilisent déjà de l'IA, que ce soit à travers du gaming, que ce soit à travers des réseaux sociaux ou autres. Bon, est-ce que ça, là, est-ce qu'on est sûr que la compréhension est bien celle qu'on souhaite ? Parce que si elle l'était, on pourrait imaginer que ça finisse par réduire cette utilisation, alors que là, elle est plutôt en train de s'amplifier autour de la planète et de manière significative. Donc, ça veut dire qu'il y a encore un peu de travail sur ces éléments-là. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer comment Green Booster aide les entreprises et leurs talents à intégrer les compétences liées à la transition écologique, vraiment de manière pragmatique? Alors, donc un test de 30 minutes, voilà, individuel, anonyme bien évidemment, dans lequel chaque individu reçoit ses résultats propres. Et puis, ensuite, nous, on met tout ça dans une sorte de baromètre collectif, dans lequel, une fois de plus, par industrie, par secteur, par domaine, par organisation, par métier, voilà, on dit tiens, on va regarder tous les DRH. On dit tiens, tous les DRH qui ont passé notre test, est-ce que finalement la fonction RH c'est plus approprié ou non les enjeux environnementaux, on a pris plus connaissance que le marketing, que l'informatique, et là on commence à faire des points de comparaison, et ça nous permet en effet, grâce à de la psychométrie comme je l'ai dit tout à l'heure, et là on arrive à en tirer, je dirais, une certaine réalité, et cette réalité nous permet en effet de l'analyser sous différents angles, et c'est ces angles-là qui nous permettent d'associer des plans de développement. C'est ça qu'on doit comprendre, c'est peut-être que certains sont beaucoup plus avancés, voilà,
par nature, tout simplement, par leur culture, par leur ADN propre, par l'éducation, par les métiers qu'ils ont pu traiter. Donc, ils ont une avance de connaissances presque sur le sujet qui permet de convaincre les autres et de les entraîner avec une forme d'inspiration ou d'influence qu'aujourd'hui peut-être est insuffisante de mon côté et donc peut-être nécessite que je sois un petit peu bien entouré à ce moment-là. En regardant de plus près l'outil Green Booster, Oui. il y a quelque chose que j'ai bien aimé, c'est les 4 types de profils. Oui. Donc le Green Ambassadeur, l'impulseur, le connaisseur, le néophyte. On parlait de pédagogie tout à l'heure. Ça, c'est vraiment hyper chouette de pouvoir aider les gens à savoir où ils en sont, dans cette prise de conscience. Bah oui, on revient sur l'importance de la formation et de la sensibilisation. Juste de donner à travers ces 4 mots, ambassadeur, impulseur, connaisseur et néophyte, une sorte de notation, d'évaluation qui permet de savoir où on se situe. Voilà. Et par rapport à ce in situ, de se dire, tiens, finalement, j'ai peut-être pas tout compris. Voilà, c'est là où la prise de conscience commence. J'ai peut-être, bizarrement, si je suis néophyte, ça veut dire qu'à travers toutes ces questions sur la biodiversité, sur ce que je pensais avoir compris, et on pense tous avoir compris. Je pense que quand on pose la question aux gens, personne n'est contre l'écologie. Je vois peu de monde dire ce serait moins bien respirer demain. Ce serait mieux de moins bien respirer demain, par exemple. Voilà, ou de faire que tout ce qui peut avoir un impact, je pense, sur l'environnement, je pense par nature simple à faire comprendre, et tout le monde pense l'avoir compris. Et pour autant, on voit qu'on n'en tire pas du tout aujourd'hui, ni les méthodes, ni les outils, ni je dirais la capacité mondiale à pouvoir vraiment changer encore des habitudes de fonctionnement, des habitudes de consommation. Et on voit que dans toutes les nouvelles élections, on voit bien qu'il y a encore des débats qui sont quand même très importants, qui étaient déjà bien avancés, mais qui sont à venir peut-être encore différents de ce qu'on pourrait penser. Oui, je pense. Donc c'est pour ça que la sensibilisation reste un sujet majeur, parce qu'il y a des enjeux, on le voit, il y a des conséquences, on les voit tous les jours, et des choses majeures. Et face à ça, il faut qu'on soit à peu près conscient de est-ce que finalement on a compris qu'entre une conséquence grave, avec beaucoup de dommages, et de l'autre côté, ce que nous, on ressent et ce qu'on pense avoir compris et ce qu'on fait au quotidien, personnellement, mais aussi professionnellement, est-ce qu'on peut changer? Alors, bien sûr, c'est un peu la petite goutte plus la petite goutte qui remplit le vase et qui fait qu'à la fin, on fait quelque chose. Mais je pense qu'on en est là et je pense qu'il faut continuer, en tous les cas, à vraiment se sensibiliser les uns les autres pour assurer que ce débat ne soit pas un petit débat individuel ou personnel, mais un débat collectif, tout simplement. Alors, je suis très curieuse. Tout à l'heure, tu disais, grâce à nos outils de psychométrie, comme Green Booster par exemple, oui. On arrive à avoir certains secteurs ou certains profils, en tout cas à savoir finalement selon quel profil il se classe. Est-ce qu'il y a une grande tendance, un secteur ou un profil qui se verdit plus facilement qu'un autre? Alors non, on n'a pas encore l'information. Là, je suis déçu de ne pas pouvoir répondre parce que non, mais c'est vrai, on est encore un peu trop, je dirais, on l'a lancé il y a moins d'un an et je dirais que on a des choses qui évidemment apparaissent, mais sur des volumes tellement faibles encore ou insuffisants. Enfin, alors on commencera à communiquer, je pense, quand on sera dans les dizaines de milliers par fonction, pour s'assurer que globalement, on a une base solide. Et on essaie de le faire internationalement aussi, parce qu'il faut ajouter la dimension multiculturelle. Donc est-ce qu'un DRH en France ça a les mêmes connaissances qu'un DRH en Angleterre ou en Allemagne? Aujourd'hui, je ne sais pas dire ça. Mais en tous les cas, on va le savoir le dire bientôt. Et ça, je pense que ça sera vraiment intéressant de pouvoir échanger une fois qu'on aura ces statistiques solides, parce que ça veut dire que, et là on le verra peut-être que déjà à travers l'éducation, on verra ce qu'on a tous appris ou pas appris. Maintenant, évidemment, on a la chance que ces enjeux-là aujourd'hui soient quand même demandés par l'ensemble des collaborateurs, soient demandés évidemment au-delà des conséquences qu'on lit tous et qu'on a partagées. C'est quelque chose quand même qui touche un peu tout le monde. Et la plupart des personnes qui rejoignent les entreprises aujourd'hui sont quand même toujours en train de questionner sur la manière dont on contribue. Oui, justement, ça, je trouve que c'est un sujet qui est très important. Souvent, les collaborateurs, ils ont la volonté de rejoindre une entreprise ou un poste et de l'appréhender sous un prisme plus vert. Ils n'ont pas forcément les compétences ou le prisme pour le faire. Comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on aide un collaborateur qui a envie de verdir son métier, mais qui est pris dans finalement dans ce troisième pilier dont on parlait tout à l'heure, qui est celui du temps, et qui est dans un système d'entreprise qui bouge pas assez vite à son goût? Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, on est dans des périodes de transition. Donc, on est entre les deux. Il y a des vérités qui seront peut-être plus vraies demain. Il y a des choses qu'on va tester et finalement, on va se rendre compte que c'était peut-être pas les bonnes et on fera peut-être autre chose. Et du coup, tous ceux qui aujourd'hui rentrent dans les entreprises en voulant tout de suite avoir un impact, ou en tous les cas participer à une entreprise qui elle-même a un impact,
peuvent être déçus, en effet, parce que dans cette période de transition et de test, il peut y avoir des moments donnés où l'impact est fort et l'impact est peut-être moins fort aussi. Et donc, du coup, c'est vrai que quand on travaille sur des énergies fossiles, par exemple, et qu'on dit qu'on est en train d'investir pour des énergies renouvelables demain et à utiliser des énergies positives, ça veut dire qu'on n'est pas sûr encore du résultat, qu'évidemment on va le faire, mais que pendant cette période, il faut accepter qu'on puisse être plus ou moins frustré. Et cette attente-là peut être plus ou moins longue, parce que c'est quand même des cycles pour certaines industries qui peuvent être très longs. Donc du coup, c'est comment demain on fait patienter ou on fait comprendre que, je pense qu'il y a un discours, je dirais pas de vérité, mais de réalité. Je veux dire, les entreprises, évidemment, ont tous des efforts à faire, et je pense qu'elles le font, elles veulent y participer, maintenant, évidemment, avec leurs moyens. Et maintenant, c'est d'avoir un discours de réalité en montrant que les efforts vont être dans le bon sens, que, évidemment, l'intention, elle est là, que derrière, maintenant, évidemment, la vitesse va être liée aux capacités, aux ressources, et que parfois, et c'est là où il faut être un peu, je dirais, solutionning, parce que on peut faire des choses avec peu de moyens, mais ça aussi, c'est une autre capacité, et ça aussi, c'est une autre compétence, et tout le monde ne l'a pas. Et ça, c'est une vraie difficulté, parce que de se dire, si j'attends les moyens, peut-être que je serai trop tard, et si je me dis que si j'ai pas de moyens, je peux pas bouger. Bon, voilà, ça veut dire qu'il faut trouver des choses, et c'est là où on est bien en transition, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait tous un peu aussi cet esprit un peu de pionnier sur certains sujets, aller chercher des manières de faire, d'opérer, de penser différemment, et c'est pour ça c'est un enjeu collectif, parce que seul, parfois, c'est dur, alors qu'à plusieurs et en ayant un mode de pensée à peu près similaire, le but, c'est pas d'avoir évidemment une seule pensée, une pensée unique, il n'y en a pas, mais c'est en tous les cas d'avoir au moins des intentions communes qui font que ça permet de réfléchir collectivement, et que ce collectif permet de toujours faire progresser avec moyens ou sans moyens. Je trouve que ça amène aussi la notion de l'échelle de responsabilisation, c'est-à-dire que bien évidemment qu'un collaborateur à son niveau, sa responsabilisation va être plus facile à ancrer dans le quotidien. Là où si on parle à l'échelle d'une industrie, bien évidemment que ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc je pense aussi que cette notion d'échelle, elle est très importante dans la transition. Il faut adopter ces pratiques. Des pratiques durables au quotidien. Donc voilà, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Là, on parlait de tout simplement moins de papier tout à l'heure, mais je vous dis, en échange de quoi? De plus d'informatique. Est-ce que plus d'informatique et moins de papier, ça fait bien zéro, ou est-ce que ça fait positif? Évidemment, donc ça veut dire qu'il y a une sorte de tri sélectif à faire. Il y a évidemment réduire sa consommation d'énergie. Aujourd'hui, on met dans les entreprises des capteurs pour que les lumières soient pas allumées tout le temps. Enfin voilà, tout le monde essaie de mettre des choses qui déjà automatiquement viennent impacter finalement la consommation totale de l'entreprise elle-même, qu'elle soit service ou industrielle. Évidemment, se former aux compétences vertes à côté, ça permet évidemment pour passer à l'échelle, de s'interroger, de participer à des ateliers, de se développer potentiellement, de se renseigner. Enfin, là, donc, pareil, là, on crée une culture de fond qui, quand même, potentiellement aura les mêmes inquiétudes, en tous les cas le même regard sur les sujets, pour pouvoir justement y pallier et trouver donc des solutions. Et c'est là où, dans les solutions, je pense qu'il est important de penser que même avec peu de moyens, on peut arriver à faire des choses. Et bien sûr, rester sur la sensibilisation et l'implication par les ambassadeurs, sans pour autant en tomber dans une dictature verte qui ferait qu'il n'y a que ça et pas autre chose, et que là, on va peut-être trop loin, et qu'on serait peut-être en mode de dégradation le temps que tout ça se mette en place. Donc c'est là où il faut trouver le juste équilibre, et il n'est pas simple. Ça sous-tend aussi un autre chantier qui est celui de la marque employeur. 62% des talents vérifient la réputation environnementale d'une entreprise avant de postuler, et 35% affirment que cela influence leur choix. Comment est-ce qu'on intègre cette réalité dans une stratégie d'entreprise, finalement? Ça veut dire que dans les questions, déjà dans les entretiens, je pense que les managers qui reçoivent globalement doivent être formés, si c'est pas une fois de plus dans leur culture, sur la manière de mentionner quelles sont les vraies contributions de l'entreprise, en soulignant peut-être certains sujets plus que d'autres, parce qu'on n'est pas toujours au fait de tout ce que fait une entreprise, de toutes ses participations à tous ses engagements ESG. Et donc, du coup, c'est vrai que je pense que là, il y a déjà au moins une évangélisation à faire côté manager vers ceux qui doivent être recrutés.
Bien sûr, un discours de vérité le plus proche possible, parce qu'évidemment, pas faire non plus du greenwashing pour dire qu'on fait des trucs super tous et que finalement, à la fin, ça crée une grosse déception, hein. Et de l'autre côté, on nous le demande aussi, parce qu'avant de travailler pour ces entreprises, hein, nous, en tant que prestataires de ressources humaines, on nous demande évidemment d'avoir un cahier des charges qui, dans notre manière d'opérer, les gens qu'on emploie pour nous aider, les sous-traitants qu'on utilise, évidemment, on est aussi checké, vérifié sur le fait que on utilise bien des personnes qui ont le même ADN que nous, la même culture que nous, la même façon de fonctionner que nous et qui soient pas en train de potentiellement faire pire que ce que nous, déjà, on ferait pas bien ou pas suffisamment bien. Donc, évidemment, on essaie de s'améliorer tous les jours. Sur l'environnement, on pourrait ne pas nous voir du tout comme un acteur majeur du fait que, bon, on n'a pas de lien, si ce n'est évidemment la partie infrastructure informatique qui est quand même un des socles de tout ce qu'on fait par la digitalisation. Donc là, on a potentiellement quelque chose à regarder et on essaie de le faire toujours mieux avec une consommation réduite. Mais on voit surtout qu'on a la chance de rencontrer des millions de personnes sur la planète et que là, on peut peut-être, à chaque fois qu'on en voit un, lui permettre de regarder ce qu'il est. Alors, on a vu énormément de notions ensemble. C'était vraiment très, très intéressant. Pour nos auditeurs et nos auditrices qui ont pris un shoot d'informations, si on pouvait leur résumer en une phrase, en quelques points clés, les 3 étapes pour verdir son métier ou verdir son entreprise, ce serait quoi? Déjà d'avoir compris que la clé de la transition écologique, c'est l'humain. C'est une prise de conscience des entreprises que voilà, ça va pas se faire par des choses qui vont tomber du ciel forcément et que si on attend ce qui tombe du ciel, je pense qu'on risque d'avoir des mauvaises surprises. L'importance du développement des compétences. Donc voilà ce que dans notre jargon on appelle l'upskilling, le reskilling, hein, soit sur le savoir-être, soit sur les techniques avec les métiers nouveaux dont on a parlé justement sur différentes activités qui n'existaient pas avant. Le développement des compétences est majeur et je pense que le gouvernement l'a compris et peut-être que ça commence aussi à l'éducation. Et donc une adaptation essentielle, je pense, pour toutes les évolutions des entreprises. Merci beaucoup pour cette discussion. On arrive à ma dernière question, qui est ma question signature, que je pose à tous mes invités. On approche de 100. Donc, on commence à avoir un bon... moi aussi, je vais pouvoir faire des segments des segments de board. C'est si tu pouvais, Sébastien, constituer ton board de rêve avec 3 personnes, personnalités, entrepreneurs, pour te conseiller tout au long de ta carrière, qui est-ce que tu mettrais dedans? Alors... déjà, je pense que pour faire face à ces fronts, parce que pour moi, c'est des fronts, je pense qu'il faut un peu de discipline, parce que je pense qu'à partir dans tous les sens, c'est très compliqué. Même s'il y a des bonnes intentions partout, à la fin, on s'éparpille et parfois, hélas, ça ne donne pas les résultats attendus au sens collectif qu'on pense. Donc, je pense un peu de discipline. J'aurais besoin de quelqu'un qui m'aide un petit peu à avoir mené des projets d'envergure qui ont changé le monde, en tous les cas qui ont un impact fort. Et je viens assez vite à penser au président Eisenhower ou quelqu'un qui a, en tous les cas, mené des grandes batailles et qui a su monter des infrastructures solides, qui a su avoir de la vision sur l'espace alors qu'on était dans les années 50-60. Enfin bon, je pense que voilà, on pense au débarquement évidemment aussi. Enfin voilà, capable de se projeter dans vraiment des campagnes majeures qui ont bouleversé le monde à un moment donné et qui l'ont retourné. Et ça, je pense que ça serait au moins une personne, évidemment, de rêve autour de moi. Une autre personne, je pense, sur la transition écologique, des personnes comme Bertrand Piccard, voilà, avec des projets comme Solar Impulse qui ont su prouver que seul on peut monter dans un avion et faire le tour de la planète et qui ont permis de développer plein de compétences et qui aujourd'hui sont encore sur d'autres projets pour montrer tout un tas enfin, tout ce qu'on peut faire avec une énergie totalement renouvelable et entre guillemets qui ne consomme pas toutes ces énergies fossiles et en utilisant pour autant des moyens qu'on a l'habitude comme de l'avion. Voilà, donc qui ont laissé des preuves et ça je pense que c'est important. Et puis quelqu'un, je dirais d'ingénieux, parce qu'il faut aussi de la méthode face à ça. Donc, je penserais à des personnes peut-être d'un autre temps, mais en tous les cas, des gens qui ont su faire bouger les lignes, comme Marie Curie. Je pense que des gens qui ont justement cette capacité d'analyse hors norme, qui ont été prix Nobel et qui sont capables, évidemment, intellectuellement, de nous amener peut-être dans des horizons et peut-être avec des nouvelles formes d'énergie et qui sont capables de nous traiter demain, de nous amener vers d'autres façons de faire. Et peut-être de penser aussi.
Génial, très complet ce board. Malheureusement, ce dîner n'aura jamais lieu pour des problématiques de timing, mais très beau board. Merci beaucoup Sébastien. Merci Léa. C'était très intéressant et je te dis à bientôt. Merci Léa, à bientôt aussi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt avec Sébastien Van Dijk. J'espère qu'il vous aura permis de mieux comprendre comment les entreprises et les talents peuvent jouer un rôle clé dans la transition écologique, en intégrant de nouvelles compétences et en repensant leur métier. Et comme vous êtes encore là à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez noter l'épisode et le podcast sur Apple Podcasts et Spotify et mettre 5 étoiles et un commentaire. C'est le meilleur moyen de m'aider à faire rayonner le Tilt. Merci beaucoup et à bientôt.